Donc cet après-midi, on va aborder le compost, sa méthode de fabrication, parce que la méthode de fabrication, elle a été conçue en fonction des objectifs qu'on donne aux produits. Donc on va peut-être d'abord définir ce qu'est un compost et quel est son usage. Donc globalement, en agriculture biologique ou même en agronomie générale, on parle de matière organique plutôt que de compost. Et sachant que derrière matière organique, on y met traditionnellement autrefois, il y a de 20 à 50 ans, c'était le fumier, parce que toutes les exploitations avaient du fumier et elles utilisaient du fumier. Et puis on est arrivé au fait que plein d'exploitations n'avaient plus d'élevage et donc plus de fumier disponible. Et donc on achetait de la matière organique à l'extérieur, soit du fumier à des éleveurs, soit du déchet végétal ou soi-disant du compost à des fois. Et encore aujourd'hui, on voit des gens qui achètent j'achète du compost. Ah bon? Et t'achètes quoi? Ben, du déchet végétal. Mais il y a quoi dedans? Oh ben, c'est du déchet végétal. Donc voilà, en gros, et c'est le plus répandu parce que il y a plein de compostières qui se sont mises à faire du compost de déchets végétaux suite à la récupération des déchets végétaux des villes et des habitants, puisqu'ils ne peuvent plus rien jeter, ils vont livrer à la déchetterie du déchet végétal. Et dans ce déchet végétal, ben, il y a tout, quoi. Hein. Et puis, bon, récemment, j'étais sur Lyon pour démarrer une base de compostage dans la région lyonnaise. Et j'étais chez un agriculteur qui fait 8000 tonnes de compost, mais qui a 2 bases de récupération de déchets végétaux, et qui, dans l'une de ces 2 bases, a aussi des boues urbaines, parce que ça existe aussi partout. Et dans le compost, il y a de temps en temps de la boue urbaine. Voilà. Mais ça, c'est le cas partout. C'est le cas partout. La matière organique aujourd'hui qui est commercée dans le monde agricole, elle a de multiples origines. Et franchement, il y en a peu qui a une valeur intéressante à apporter au sol. Très peu. Donc, le compost étant à la base une matière organique qui a été compostée. Le mot compostage veut bien dire ce que ça veut dire. C'est l'évolution, sachant qu'un compost, sa qualité aujourd'hui, elle est évaluée théoriquement par son C sur N. C sur N, c'est son taux de carbone sur son taux d'azote organique. Et donc, s'il est supérieur à 12, on va dire que c'est une matière organique végétale peu évoluée. S'il est entre 12 et 8, on va dire qu'elle est en phase d'évolution rapide. Et s'il est à 8 et en dessous, on va dire qu'il est en fin de vie. En gros. Ça détermine sa quantité de carbone qui s'est transformée et qui s'est évaporée en azote. En gros. Parce qu'aujourd'hui, y compris dans une litière sur des animaux, la capacité d'une matière organique, c'est un équilibre entre sa structure carbonée et sa structure azotée organique. Et c'est ce rapport entre le C et le N qui détermine le taux d'évolution de la matière organique. Et plus il est proche et inférieur à 10, plus ça veut dire que la cinétique d'évolution du carbone est en voie de finition. Et donc que la ressource s'est appauvrie et qu'elle dispose de plus d'azote disponible. Donc ça veut dire que ton C sur N, il doit être inférieur à 8 pour que pas forcément, inférieur à 10. Inférieur à 10 pour que ton compost il soit composté. Quoi. Pour qu'il y ait eu un vrai compostage. Mais tu peux avoir un très bon compost à 12, par exemple, et qui soit cinétiquement en pleine évolution et avec une richesse d'azote. Tout dépend comment ton compost il a été construit. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est chez AgroNature, on a essayé de concevoir un compost qui soit avec un C sur N élevé, légèrement au-dessus de 10 ou autour de 10, mais avec une richesse azotée importante. Ça veut dire que son taux de carbone est encore plus important.
Et c'est là où on est le plus efficient, parce que plus on va avoir de carbone ligneux dans la structure du compost, plus on a une ressource énergétique élevée. Et plus sa cinétique est efficace, c'est-à-dire plus sa cinétique d'évolution est bonne, plus la culture va pouvoir trouver de la ressource. Alors après, tout dépend de la qualité du carbone qu'on a dans la matière organique. Parce que si on n'a que des carbones cellulosiques, autrement dit de la paille, de la feuille de végétal, plus on est sur un carbone cellulosique, et le carbone cellulosique n'a pas du tout la qualité du carbone ligneux. Il n'est pas capable de retenir l'azote organique de la même manière, de la stocker et de la structurer, durable. Ce que tu appelles carbone ligneux, c'est du carbone avec de la lignine à l'intérieur, du bois. Oui. Et du coup, il en a. Ce qui n'est pas forcément du bois, hein. C'est encore pas... Parce que dans une plante comme le chanvre, c'est pas du bois. Oui. Hein. Alors que dans un arbre, c'est du bois. Ouais. Quand par exemple une paille de blé, elle n'a pas de ligneux à l'intérieur. Elle a epsilon de ligneux. Une paille de chanvre ou de miscanthus, elle a beaucoup de ligneux. Je ne connais pas la proportion, mais on est entre 15 et 20% de ligneux. Ce qui est déjà pas mal. Même dans le chanvre? Je ne connais pas dans le chanvre, mais dans le miscanthus, selon les variétés, on est entre 15 et 20% de ligneux. Et on a surtout entre 5 et 8% de silice. Silice, ouais, c'est ce qu'il y a dans la miscanthus. Ce qui est un facteur améliorant de la circulation de la lumière et donc des éléments. Et ce qu'on appelle carbone ligneux, c'est... Carbone ligneux, c'est une structure ligneuse qui est constituée à partir du carbone et qui se décompose pas de la même manière que du carbone cellulosique et qui va donner des humines stables qui peuvent devenir humus stable dans le sol. C'est ça le plus important. Donc si tu veux, le carbone cellulosique, le CC, on va le dire comme ça, carbone cellulosique, par décomposition, il va faire de l'acide humique. L'acide humique, c'est un produit très basique, hein, à pH supérieur à 10, mais qui est liquide, qui devient très vite liquide, et qui se dégrade lui-même en sucre simple. Ça, c'est la cellulosique. Mais toutes les plantes ont de la cellulose. Hein. Et ces sucres simples-là, quand ils sont décomposés, ils sont très peu diversifiés. Il y a très peu de variétés dans les types de sucres. Et notamment, on n'a pas de phénol et on n'a pratiquement pas d'aliphatique, qui sont les carbones d'acides gras et qui vont donner l'immunité au végétal et notamment aussi toutes les composantes de la gustativité. Les aliphatiques sont des acides gras qui vont donner la consistance à l'expression des saveurs et des goûts dans le végétal et dans tous les fruits. Hein. Et on n'a pratiquement pas ça dans ces sucres simples qui viennent des cellulosiques. Alors que quand tu as du carbone ligneux, tu as une décomposition. Et théoriquement, ici, après, tu as une deuxième décomposition en acide fulvique, qui est la phase extrême de décomposition des carbones cellulosiques. Mais ici, c'est moins de 1% d'acide fulvique dégradé dans un carbone cellulosique. Alors que, je crois que je n'ai pas éteint mon téléphone. Non mais il faut que j'éteigne. J'ai remis mon téléphone. Comment tu dis? Voilà. C'est un acide. Comment? Acide fulvique. L'acide fulvique, c'est l'acide organique caractéristique des carbones ligneux, hein, de manière supplémentaire au carbone cellulosique. Donc ici, on va avoir aussi l'acide humique, en gros 25% de dégradation de la matière organique et de ses carbones. Après, on va avoir l'acide fulvique. Donc là, c'est très variable d'une plante à une autre, parce que c'est très différent d'une plante à une autre. Mais quand vous savez que
sur un miscanthus, on peut être à 25% d'acide fulvique. Ce qui est 30% étant le taux maximum. Donc en même temps qu'on perd ces 50%, on perd en gros entre 30 et 40% de matières supplémentaires qui sont liées au carbone et qui sont dégradées avec les carbones. Donc le solde du mine insoluble ici, il est au maximum 12%. Dans quoi? Pardon? Ensuite, il y a des mines insolubles. Ça vient des carbones ligneux et c'est la dégradation qui vient après celle de l'acide humique et après celle de l'acide fulvique. Là, ce sont les deux sources d'alimentation des biomasses, l'acide humique et l'acide fulvique. Tous les sucres qui viennent de ces molécules-là sont consommés par les biomasses pour se développer ou stockés dans le complexe argilo-humique si l'argile a assez d'attrait pour ces molécules-là. Mais c'est lié à des tensions magnétiques entre les éléments, entre eux. Hein? C'est toujours lié à des tensions électromagnétiques entre les éléments. Et l'humine insoluble est la structure physique indégradable par les biomasses issues du carbone ligneux. Et ça constitue l'humus stable des sols et des complexes argilo-humiques des sols. À condition que ce ne soit pas brûlé par des produits chimiques, oxydé par des produits chimiques. La réaction de brûlage de l'humus stable, c'est une oxydation qui est générée par une molécule plus oxydante que la matière elle-même. Hein? Et donc ça, ce réservoir-là, ça va constituer la structure du complexe argilo-humique en humus stable. Et plus il est diversifié en origine, plus il est différent dans ses origines et dans son évolution, plus l'humus stable sera structurant et insoluble. Et globalement, on dit qu'un sol, je vais le rajouter là, un sol à pH basique élevé, pH élevé, autrement dit autour de 8,5, va consommer à peu près 400 kg d'humus par an. Un pH faible, autour de 5,5, 6%, va consommer jusqu'à 2000 kg d'humus par an. Par la biomasse et par la lumière, par l'oxydation, par le dessèchement, il y a plein de choses qui plus le soleil est plus la terre est exposée au soleil, plus elle brûle d'humus. Et plus elle alterne les périodes sèches et les périodes humides, plus elle va brûler d'humus. Hein? En fait, ça correspond aux phases de stasie et d'arrêt et de démarrage de fonctionnement des biomasses. Et plus on a un fonctionnement régulier, moins elle en consomme. Plus on a un fonctionnement anarchique avec des périodes de croissance et des périodes de stagnation, plus elle consomme d'humus. Parce qu'elle a besoin de beaucoup d'énergie pour se développer, la biomasse. Et donc plus elle est régulière, elle se maintient, elle ne consomme pas grand-chose. Et plus elle est période sèche, période chaude, froide et tout, plus il y a d'accidents climatiques, plus la biomasse va consommer de l'énergie. Pour elle-même déjà. Hein. D'où c'est important de ne pas laisser son sol nu ou des choses comme ça. D'où l'importance de ne pas laisser son sol nu, de ne pas laisser son sol séché, de ne pas laisser son sol sans culture. Parce que si vous mettez une culture, par exemple, même un trèfle incarnat qui ne représente pas grand-chose, les 400 kg d'humus ou les 2 tonnes d'humus, votre trèfle va les produire par la libération du carbone. Parce que le complexe argilo-humique, c'est de l'humus, mais c'est aussi des biomasses qui vivent, qui meurent, qui se reproduisent. Et tout ça, ça fait de l'humus.
Après, pour activer les fonctions d'un sol et les fonctions nécessaires à la vie du végétal dans un sol, on a besoin de régularité dans la conduite des cultures et dans le travail du sol. Et c'est là où c'est le plus important dans la conception de l'agriculteur, de lui faire ancrer que tous les principes d'agronomie naturelle que je vous présente, ils sont basés sur un objectif, augmenter la fertilité physique durable des sols. C'est la base des procédés agro-nature. Il n'y a pas d'autre objectif. La fertilité physique durable des sols. Et cette fertilité physique durable des sols ne dépend en rien d'autre chose que du sol, et de ses éléments et de leur équilibre. Et le plus important, c'est de connaître son sol, corriger les déséquilibres et alimenter cette fertilité physique durable par du couvert végétal ou des cultures et un apport régulier d'un petit peu de compost. Le compost est la base de l'évolution des déséquilibres du sol. Sans compost, vous n'êtes pas capable de corriger un déséquilibre structurel de votre sol. C'est inimaginable. Tous les gens qui vous disent que vous allez pouvoir le faire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. La vie biologique naturelle des sols, elle existe dans tous les sols depuis toujours. Et ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est la cause générée par des accidents qui ont été apportés par l'agriculture conventionnelle en général, mais également par des apports délibérés de l'agriculture biologique. Par exemple, je connais des agriculteurs qui ont apporté dans leur sol pendant 30 ans un principe qui s'appelle le PRP Roland Pigeon. Et aujourd'hui, par exemple, Sébastien, la ferme de son père, originelle de son père, dans les 450 hectares qu'exploite Sébastien aujourd'hui, il y a 80 hectares de son père. Il a rajouté des fermes autour. Et les 80 hectares de son père ont reçu pendant 30 ans du PRP. Et aujourd'hui, à apport égal entre les parcelles qui viennent de l'extérieur et les parcelles qui viennent de la ferme de son père, il fait 20% de rendement en moins dans les parcelles de son père parce qu'ils ont reçu pendant 30 ans du PRP. Alors je ne m'expliquais pas cette chose et j'ai la chance d'avoir un copain en Vendée qui fait des sapins de Noël bio et dont le père a mis du PRP dans ses sols. Et Albert, le fils, Albert Chenu, il a mis aussi un peu de PRP au début de sa transition bio. Et il a planté sous un abri plastique à la place de vergers de kiwi du raisin de table, sous un abri plastique. Et à un moment donné, les sapins, ils ne poussaient plus. Dans les 25, il a planté la ferme en sapin et sous l'abri plastique, il a planté du raisin de table. Et dans les sapins, au bout de 7-8 ans, il s'est rendu compte qu'il y avait des zones où les sapins jaunissaient. Il se dit... Alors il a essayé d'apporter de l'azote organique, de faire tout un tas de choses. Jamais ça marchait. Je lui dis, écoute, arrête de te fatiguer. Tu prends du compost de chez moi, on va faire des analyses de sol et on va compenser basalte, limac, ton besoin. On fait des analyses de sol. Là où vous voyez sodium ce matin à 150 pour 300 autorisés, lui c'était 3000 ppm pour 300 autorisés. Mais il était à 3000 ppm dans son sol de sodium. Merci le PRP. Autrement dit, il y a des procédés archaïques qui sont utilisés par des gens pour faire de l'agronomie et vendre ces procédés qui font n'importe quoi. Le dernier en date que je connais, c'est TMCE, je crois, ou TMCH, je ne sais plus. Anciennement, comment? Ça avait un autre nom avant. Ah, je ne sais plus. Mais voisin de PRP. Ils mettent du carbonate de calcium, y compris dans les sols à pH 8, où il y en a déjà 100% dans la... Mais ils mettent une ou deux bactéries dans leurs produits qui, soi-disant, va régler tout le problème du sol. Mais c'est complètement bidon. C'est des trucs qui... Ils ne savent pas les conséquences de ce qu'ils font.
Et aujourd'hui, on arrive à des catastrophes, c'est des sols qui sont complètement bloqués. Et le jour où on met de la vie biologique dedans, on met du compost ou on met de la vie biologique, ça libère des sels dont on n'a pas besoin et ça devient encore plus compliqué. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait en agriculture. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas naturelles vis-à-vis des sols et du besoin des cultures. Donc chez Albert, la solution, ça a été, depuis 5-6 ans, il met systématiquement 2 tonnes hectares de compost dans ses sapins, avec du basalte et de l'olimague. On a fait la géobiologie sur toutes ces parcelles. Il a des sapins les plus verts de toute la France, qui sont en agriculture biologique, et ils poussent comme ils n'ont jamais poussé. Et il a dit, il est en train de vendre son exploitation parce qu'il veut prendre la retraite. Et il a dit à ses successeurs, là, 3 jeunes qui vont démarrer, il a dit, surtout n'arrêtez jamais le compost de AgroNature parce que vous aurez des problèmes. Et donc il a fait la géobiologie de ses sols en même temps qu'il a commencé le compost. Et il met des moutons dans ses sapinières pour tondre la pelouse entre les sapins. Et depuis qu'il a fait la géobiologie, ben, les moutons n'ont plus aucun problème d'agnellage. Et elles ont des agneaux qui poussent comme pas possible, alors qu'avant, elles avaient de la peine à mettre au monde des agneaux. Vous voyez qu'il y a des solutions qu'on n'imagine pas qui arrivent avec des globalités, des fois, qu'on avait ignorées au départ. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui me l'a dit et qui me l'a sorti comme étant quelque chose d'assez exceptionnel chez lui. Donc le compost chez AgroNature, c'est d'abord la conception d'un produit qui permette de régler la problématique de vie biologique des sols, aussi bien horizontale que verticale, parce que la vie biologique des sols, c'est avant tout une couche d'aérobiose, il faut qu'elle soit la plus profonde que possible. Et cette aérobiose, le système de paramagnétisme dans la roche du sol, il est plutôt horizontal, d'accord ? Et le diamagnétisme est plutôt vertical. Et ce qu'on a besoin d'avoir, c'est que la réduction nécessaire à la plante dans son cycle jour-nuit de photosynthèse, la réduction, elle doit venir du plus profond que possible. Et pour être exploitée dans une couche d'aérobiose la plus profonde que possible. Parce que plus vous aurez d'aérobiose, plus vous aurez de systèmes racinaires développés importants. En lien avec l'équilibre de la roche de votre sol. Donc on a développé un compost chez AgroNature pour augmenter, d'une part, la vie biologique des sols, mais pas par apport de biomasse, mais par ensemencement d'une vie biologique équilibrée pour réveiller tout ce qui ne fonctionne pas dans un sol. Et notamment, toutes les biomasses qui sont liées à la dégradation physique de la roche-mère en sol agricole. Et de manière à ce que l'équilibre des cations soit présent en permanence dans la CEC du sol et donc dans le complexe argilo-humique. Et on essaye en même temps de développer le volume du complexe argilo-humique pour qu'il y ait une réserve d'eau suffisante et surtout une diversité de biomasse suffisante pour que l'alimentation de la sève élaborée des cultures qu'on propose de réaliser dans ce sol soit couverte en termes de besoins de réduction à partir de la solution du sol. Donc vous comprendrez bien que quand vous mettez une potasse ou un phosphate ou une magnésie chimique dans un sol, vous n'allez pas apporter la réduction au végétal. Alors que si vous travaillez sur les roches-mères géologiques des sols, vous allez, par dégradation de ces roches, apporter d'une part une argile équilibrée dans le complexe argilo-humique et d'autre part du potentiel de réduction par libération des cations. Est-ce que c'est OK? Et donc notre compost, il est fait pour ensemencer la vie des sols pour que ça devienne un complexe argilo-humique complet, développé et équilibré en structuration de CEC.
Mais la base de votre compost, elle est la même qu'un autre compost Non. bien fait. Non. Après, c'est que tu rajoutes de l'humus. Non. Oui, mais notre compost, c'est d'abord la richesse de sa litière d'origine. Donc et c'est là qu'intervient le miscanthus. Et c'est là que le ligneux se mélange avec l'organique. Enfin. Avec la fiente des animaux. Donc ça, c'est la première étape. Donc. La première étape, c'est composition de la litière. Donc la litière de base pour constituer le compost doit être exclusivement constituée de paille de miscanthus broyée finement. Autrement dit, broyée à l'ensileuse à maïs avec le broyeur de grains le plus fin pour éclater toutes les tiges. Ouais, mais du miscanthus, tout le monde n'a pas accès à du miscanthus. De plus en plus maintenant. Miscanthus, ça développe. Roseau. C'est l'herbe à éléphant. It's the one. C'est hyper recherché parce que justement il y a beaucoup de ligneux. Ça a différentes qualités. Ça a été au départ mis en culture, notamment dans les grandes plaines céréalières, pour produire du granulé de bois. À l'origine, l'installation du miscanthus, c'était ça. C'était des contrats de production de granulés de bois. Et puis, comme concurrentiellement, ils n'arrivaient pas à concurrencer le vrai bois d'origine, et ça a été abandonné. Et aujourd'hui, le miscanthus est utilisé pour faire des litières et des paillages en décoration espace vert. Un peu comme la chêne-vote de chanvre. Un peu comme la chêne-vote de chanvre. Mais la chêne-vote de chanvre était un peu moins connue peut-être parce que la chêne-vote de chanvre, il y a toujours ce problème de destruction de la fibre. Oui, mais si juste la chêne-vote, il n'y a plus la fibre. C'est-à-dire que nous... Oui, mais oui, à condition que... Mais aujourd'hui, si tu veux, la paille de chanvre, elle est très peu exploitée pour la fibre. Et il y a beaucoup de gens qui ont des pailles de chanvre, ils ne savent pas quoi en faire. Et la broyer pour en faire de la litière, ils n'y arrivent pas. Non, mais par exemple, tu vois, nous, dans le défibrage pour le textile... Ben moi, 100% de la chêne-vote m'intéresse. Parce que cette chêne-vote, elle est écrasée, donc elle est plus bonne pour les matériaux de construction. Ouais. Mais elle peut être bonne pour faire du compostage. Pour faire de la paille, pour faire de la litière. De la litière pour les animaux. L'idéal, ce serait de la mélanger à 50% avec du miscanthus. Donc, miscanthus broyé finement. Miscanthus récolté à l'ensileuse à maïs équipé du broyeur des grains pour déstructurer les tiges de miscanthus. Parce qu'en fait, la qualité du miscanthus en tant que litière, son objet, c'est d'assécher le plus vite possible la litière des volailles et des animaux. Donc, préférentiellement, nous, on la préfère sous élevage de volailles. Pourquoi? Parce que toutes les volailles dont la fonction première est de pondre des œufs ont une structure dans leur biomasse qui nous permet certaines transmutations à faible énergie dans les fientes. Et notamment, selon Kervran, les volailles ont la capacité à transformer le calcium en magnésium, le silicium en calcium et inversement. Pourquoi? Parce que, à partir du constat suivant, Kervran, c'était un chercheur dans les années 50-60 aussi, et il a démontré que dans un poussin qui sortait d'un œuf au bout de sa période de couveuse, il y avait 5 fois plus de calcium qu'il y en avait dans l'œuf à l'origine. Et que cette origine de calcium, c'était la transformation du silicium en calcium. Donc ça veut dire que dans l'œuf, dans les enzymes dans l'œuf, dans l'ADN de la poule et dans ses fientes, il y a toutes les enzymes nécessaires pour faire des transmutations à faible énergie. Et si on utilise ces fientes sur du miscanthus pour faire du compost, on va en partie garder ces transmutations dans le sol. Et s'il n'y a que du bovin... S'il n'y a que du bovin, on fait avec. Hein. Ouais. Pas grave. Mais le miscanthus est assez peu utilisé sous bovin. Donc l'idéal, c'est d'utiliser du miscanthus sous volaille et de le mélanger au moment de la mise en compost à du bovin, à 50%, qui est fait avec de la paille ou autre chose. Hein.
Ensuite, Mais en quelle proportion là tu mets entre, 50-50. entre le miscanthus et les fientes? Ah non, mais le miscanthus, tu mets la quantité que l'éleveur de volaille souhaite C'est utiliser. vraiment la litière, quoi. Ouais, plus t'en mets, mieux ça vaut. Hein. Mais l'éleveur, il a une maîtrise du prix. Donc, Alors, je suis en train de mettre au point un contrat de fabrication de litière où je vais fournir le miscanthus aux éleveurs et ils vont, en contrepartie, me réaliser les ensemencements au C-sol digeste et je vais reprendre la litière totale. Mais le miscanthus, toi, tu te fournis où? J'en ai chez moi. Alors, j'en ai trouvé dans différentes origines. Chez moi, j'en trouve à 120 € la tonne, départ. Récolté chez des agriculteurs. Et là, dans ce système-là, du coup, tu payes. Aujourd'hui, j'ai un potentiel de 1000 tonnes à 2 ans, là. 1000 tonnes annuelles. Et là, dans ces contrats, c'est tu achètes la paille. Enfin, Je fournis la paille et je reprends la litière ensemencée. donc, il n'y a aucun échange d'argent entre Rien. lui et tu aurais juste un contrat. Rien. Et ça, Il y a juste une obligation de ne pas détourner la litière. Ouais. Mais par exemple, Mais ça va être difficile à mettre en place. Mais bon, parce que les agriculteurs, c'est quand même des vicieux. comment ça marche d'habitude? Ils disent oui pour tous les avantages et pour les inconvénients, ils s'arrangent. Parce que normalement, les éleveurs, ils vendent ce litière, Oui. ils achètent et ils revendent. Alors, il y a deux cas. Il y a les éleveurs qui ont des surfaces agricoles et qui l'utilisent. Donc là, c'est très difficile d'agir. Et puis, il y a les éleveurs qui sont obligés d'avoir un contrat d'épandage, parce qu'aujourd'hui, il y a des contrats d'épandage liés aux surfaces d'élevage, et qui n'ont pas les surfaces, et donc ils vendent la litière à quelqu'un qui a les surfaces. Donc il y a différents cas, quoi. Mais dans notre région, Vendée, Pays de Loire, il y a beaucoup d'élevage, et on a beaucoup d'éleveurs qui sont que éleveurs, qui n'ont pas de terre. Et les canards, ça pourrait marcher, non? Et les canards, on devrait faire ça avec. Les canards, ça peut marcher. Je produis de la litière de miscanthus ou des canards dans le Lot. J'ai un contrat avec un agriculteur là, qui a son propre miscanthus et je lui achète sa litière. Informé. Lui, il s'en sert pas. Lui, il en a plus qu'il en a besoin. Lui, il fait du mouton à côté en sous-bois, dans le causse du Lot là. Et donc, il n'a pas besoin de fumure particulière. Alors, il produit un petit peu de fumée pour lui, mais son fumier de mouton, et il a 3 bâtiments de canards de pré-gavage. Et le miscanthus, tu produis combien l'hectare? Ça produit combien? De 5 à 25 tonnes, ça dépend. Quoi? De 5 à 25 tonnes hectare. Mais c'est pérenne comme plante, ça. C'est Ah oui, c'est... Et puis ça ne nécessite rien, aucun soin particulier, rien. Un agriculteur peut en foutre un hectare chez lui et il aura de quoi faire ses litières, quoi. Ouais, d'où vient ma question du coup? Faut bien qu'il s'entende avec ses voisins pour le gibier, notamment sanglier, parce que c'est des réservoirs à sanglier. Le miscanthus. Oui. Et ça détruit les cultures autour. Hein. Et c'est la problématique du miscanthus. Hein. C'est la seule problématique. À titre d'information, on suit depuis maintenant 5 ans un éleveur de taurillons en Haute-Marne qui a 300 taureaux dans un bâtiment. Le gars, il a fait la géobiologie de son bâtiment. On l'a corrigé suite à l'installation d'éoliennes pas loin de chez lui qui perturbaient par courant d'eau sa stabilisation. On a corrigé la perturbation des éoliennes et il fait l'ensemencement de sa litière 100% paille. Aujourd'hui, en faisant ça, il a raccourci de 3 semaines la durée d'élevage de ses taurillons et en traitant l'eau à l'entrée. Ces taurillons, il les élève en 3 semaines de moins que ses collègues éleveurs de taurillons. Uniquement par la correction géobiologique et par l'ensemencement de la litière, parce qu'il y a moins d'ammoniac dans le bâtiment. Et 3 semaines de moins d'élevage, c'est 3 semaines de consommation alimentaire maximum en moins. Et donc, rien que ça, l'économie, c'est plus que le coût de la géobiologie et de l'ensemencement.
Donc, c'est la preuve que quand structurellement on est capable d'accompagner l'agriculture en général, on peut la corriger. Donc ici, quand vous faites le C-Sol digeste, le C-Sol digeste a été conçu au départ pour assainir les élevages, pour empêcher l'ammoniac gazeux qui sort de l'urée des fientes de partir en gaz dans le bâtiment. Et là, on le rétrograde dans nos hôtes organiques et on le fixe sur le carbone ligneux du Miscanthus. C'est indispensable d'avoir du carbone ligneux pour fixer plus d'azote organique. Si vous avez que du cellulosique, vous n'y arrivez pas. Hein? Donc l'objet, c'est un ensemencement au C-Sol digeste. La dose est prévue pour 1000 m² de surface de bâtiment, une fois par lune, à la date racine, sous le signe de la Vierge, dans le calendrier des semis. C'est la date la plus favorable à l'ensemencement. Ensuite... C'est-à-dire à la pleine lune? Non, c'est une date particulière dans le calendrier des semis. J'ai oublié de vous amener des calendriers des semis. Celui de Mariatan, on l'a. Donc la date, c'est devant la... Donc ici, vous avez les dates racines, c'est les violettes là, et le signe apparaît dans cette colonne-là. Et le signe vierge, c'est celui-là, ici. C'est ce petit signe-là là, que vous voyez là. Hein? Et donc, c'est-à-dire, c'est quand la date racine est devant la constellation de la Vierge. Alors, le système, c'est ça, c'est quand la date racine qui est concernée, ici, la Terre étant là, le Soleil étant là, la Lune étant là et le Soleil étant autour, le Soleil il tourne autour de l'ellipse ici, et quand vous êtes en date racine devant une constellation racine, c'est la date favorable. La constellation de la Vierge, c'est celle-ci. Et quand la date racine est devant la constellation de la Vierge, eh bien, c'est la bonne date. OK? C'est complexe, hein, l'astronomie des planètes. Mais c'est la date la plus favorable à l'expression du vivant dans la structure de la racine. Donc ça, et une fois que les animaux sont sortis de l'élevage, on sort la litière et on la met en andin d'1,80 m de haut sur 1,80 m de large et on la couvre avec une bâche et on la laisse composter. Mais théoriquement, le C-Sol digeste a déjà préparé la structure du carbone pour qu'il soit déjà un fertilisant et non plus déjà une matière organique. C'est déjà dans la logique de l'ensemencement. Alors, on va peut-être regarder la fiche C-Sol digeste avant de regarder. Et donc là, tu touches plus à rien, quoi. T'as mis... Alors, donc là, on a fait l'ensemencement et on s'apprête à sortir la litière. Donc, je vous explique le digeste. Amendement organique 44051, autorisé en agriculture biologique. Hein? Catalyse la décomposition aérobie, réduit l'émanation d'ammoniac gazeux, favorise le rééquilibrage par déblocage des oligo-éléments, génère l'absorption des substances gazeuses et liquides, limite la liquéfaction des éléments lors de l'utilisation des émaux. Donc, c'est vraiment un truc qui est fait pour structurer de manière aérobie toute la richesse basée sur la fiente des volailles et toute la vie qui est organisée autour. Donc une dose de C-Sol digeste se compose de 2 sachets 1 et 2 et de 1 litre de catalyseur. On utilise une dose de C-Sol digeste pour 1000 mètres de surface de litière ou de caillebotis une fois par mois. Bien respecter la méthode. Après, prendre les 2 sachets, nommer 1, 2, les diluer dans 15-25 litres d'eau à 35 degrés, bien les mélanger, les réveiller, laisser se réveiller 1 heure. En fait, c'est des supports de silicate, carbonate et autres qui contiennent un certain nombre de bactéries, mais surtout des enzymes. Et il faut les laisser se réveiller assez doucement, à 35 degrés. Une fois que c'est réveillé, on filtre correctement, parce qu'il y a des charges quand même dans les silicates et les carbonates, il faut les enlever, sinon ils ne passent pas dans les
Et puis au moment où on dilue le mélange de 25 litres dans suffisamment de quantité pour l'appliquer correctement sur 1000 m². Et au dernier moment, on ajoute le booster pour que ça développe les biomasses rapidement et on applique. Et la composition, Ça, c'est à l'éleveur de le faire. La composition, donc vous voyez que c'est assez riche, hein, il y a différentes choses. Il y a surtout plein d'enzymes. Donc, si tu as ensemencé ces sols digestes au moins 2 fois sous les animaux, ton compost est suffisamment riche quand tu sors la litière. Il est déjà en état de compost. D'accord? Si tu ne l'as pas fait, il faut que tu laisses composter. Mais de toute façon, plus tu vas composter, plus tu vas perdre de la valeur en richesse carbone. Mais plus la cinétique sera bonne. C'est le problème de la vie, tout est antinomique, je ne dis plus rien. Si vous êtes riche, plus vous le dépensez, moins vous le serez. C'est pareil. Et si vous n'êtes pas riche, vous ne dépensez pas beaucoup. Mais vous n'êtes pas beaucoup moins riche. C'est tout. Et bien le compost, c'est pareil. Après, le compost, sa richesse, c'est la qualité de sa litière, Miscanthus, la qualité de l'ensemencement et la conservation du tas de litière que vous sortez sous bâche, sous couvert. C'est ça qui fait la richesse de votre produit. C'est-à-dire que quand tu sors cette litière... Tu le mets en andin et tu le couvres. Et tu le couvres avec une bâche. Avec une bâche. Pour pas que l'eau emmène les éléments. Mais ça, c'est l'éleveur qui le fera, du coup, aussi. C'est l'éleveur ou l'agriculteur qui conserve la litière. Ça peut être l'agriculteur qui conserve la litière. Mais ça, c'est des réseaux à installer par les agriculteurs. Et il n'y aura personne de mieux placé que l'utilisateur du compost pour le réaliser. Parce qu'il le fera comme il le voudra. S'il est capable de le faire comme ça doit être fait, c'est bien. Et après, au moment de l'usage, on ajoute l'Humacyl Gold. Alors, il faut que je change ce paragraphe aujourd'hui parce que c'est complètement différent. Aujourd'hui, on ajoute systématiquement 100 kilotonnes d'Humacyl Gold dans le compost. Et, enfin, quand je fabrique du compost que je vends, hein, on met systématiquement 100 kilotonnes. J'en ai 500 tonnes en stock, enfin un peu moins parce que j'en ai vendu. Et dans lequel on met 100 kg par tonne d'Humacyl Gold et 200 kg par tonne du mélange basalte-olimag.